Bonjour les artistes, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui, sujet très important. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions à propos d'une première caméra. Quelle caméra choisir? C'est assez compliqué parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était un peu plus simple, il y avait moins de boîtiers. Aujourd'hui, évidemment, c'est le marché qui veut ça, donc il faut faire un choix. Et justement, dans cette vidéo, on va voir comment choisir son premier boîtier pour la vidéo. Je parle bien de la vidéo et pas pour la photographie, même si beaucoup de choses vont s'appliquer à la photographie. Avant ça, petit jingle. Déjà, je pense qu'on est tous du même avis, choisir une caméra, c'est très compliqué. C'est un sujet qui peut prêter beaucoup de confusion, qui peut énerver également. Souvent, on veut notre premier boîtier, notre première caméra le plus rapidement possible. Et quand on débute, eh bien, il va falloir faire des recherches, il va falloir s'intéresser, on n'a pas le choix. Et ça va être forcément un petit peu long, mais moi, je vais vous donner des conseils pour savoir quoi chercher et surtout trouver l'appareil qui vous convient à vous. Et ça, c'est justement un des objectifs majeurs de la chaîne Derrière la caméra, c'est de rendre cet univers de l'audiovisuel un peu plus accessible pour les amateurs. Et puis aussi qu'il y ait moins de filtres entre la marque et le client. Moi j'essaye d'être un petit peu l'intermédiaire et de vous donner un avis neutre à travers les points positifs et les points négatifs pour que vous ayez ensuite toutes les clés en main, les différents outils de comparaison pour pouvoir faire votre choix. Alors la première chose qui me semble important pour bien choisir sa caméra, c'est tout d'abord de ne pas être frustré avec le matériel que vous possédez déjà. Celui qui est responsable de ce que vous produisez, de vos réalisations, de vos créations, c'est pas la caméra, c'est pas le matériel, mais c'est à 100% le créateur qui est derrière la caméra. Et ça veut dire qu'il faut apprendre à maîtriser le matériel que vous avez déjà sous la main. Alors tout le monde n'a pas une caméra, ça c'est sûr, mais vous avez certainement un appareil familial ou alors un smartphone, peu importe. Mais ce qui va être très important, c'est de connaître les défauts et les qualités du matériel que vous possédez, parce que du coup, quand vous allez vouloir investir dans une nouvelle caméra, vous allez savoir où chercher et quoi chercher. Je vais vous prendre mon exemple. En 2013, j'ai eu mon premier boîtier réflexe, c'était justement le 700D. Et jusqu'à cette année, donc début 2018, c'est la seule caméra que j'ai utilisé pour faire de la photographie et des vidéos. Les 3/4 des vidéos sur la chaîne jusqu'à il y a quelques mois ont été faites avec le 700D. Et cet appareil, il a de bons côtés, mais également quelques défauts. Un autofocus assez lent, donc je l'utilisais quasiment jamais. Il n'y a pas d'Ultra HD, j'ai pas les 60 images par seconde en 1080. Bref, pour faire court, il y a beaucoup mieux aujourd'hui, mais je suis super content d'avoir commencé sur cette caméra et ça m'a été très formateur parce que premièrement, j'ai appris à faire face à ces défauts, à me débrouiller, à m'adapter à travailler l'image dans mon ensemble. Donc je parle de l'éclairage, de l'audio, la composition d'images, les paramètres d'exposition, tous les paramètres techniques de prise de vue. Et donc savoir moi personnellement ce dont j'ai besoin dans une caméra et puis savoir quelles fonctionnalités vont être des options et pas les plus importantes. Donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne qui me semble important. Ne créez pas de frustration et s'il y en a, eh bien essayez de vous adapter, de pallier à ces problèmes que vous rencontrez et vous allez voir que sur le long terme vous allez progresser plus vite et vous allez savoir plus facilement quelle caméra chercher, quelle fonctionnalité vous avez besoin. Et du coup le choix de recherche d'une nouvelle caméra va se restreindre. Ensuite, un élément très important, un des premiers à considérer, ça va être le budget. Combien vous êtes prêt à dépenser pour votre caméra? On trouve des caméras à 40 € comme on trouve des caméras à 4 000, 5 000, 10 000 €. Donc tout est possible et vous imaginez bien, la liste est longue. Donc première chose, définissez un budget 200, 500, 800, 1000, 1200, 1500 €, 2000 €. Peu importe, c'est votre budget, personne ne va le critiquer, mais faites-le parce que ça va réduire évidemment le champ des recherches. Ensuite, un autre élément à prendre en compte, ça va être la taille de la caméra, le modèle de la caméra. Est-ce que vous allez beaucoup voyager, auquel cas vous avez plutôt besoin du matériel léger, ou alors vous allez être plutôt dans des configurations fixes en studio, et là on va pouvoir prendre du matériel un petit peu plus robuste. Donc pensez-y, ça va être un élément très important, parce qu'entre un réflexe, un hybride et un compact, évidemment la taille et le poids va être différent. Ensuite, regardez les caractéristiques, les fonctionnalités de votre appareil idéal. Et c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, c'est très important de commencer avec ce que vous possédez déjà, parce qu'il va falloir connaître le fonctionnement des différentes fonctionnalités et caractéristiques qui équipent une caméra de nos jours. Et puis, comme je vous ai dit, ça va vous permettre de connaître les manques et savoir quelles fonctionnalités sont nécessaires pour votre activité, pour vos loisirs. Évidemment, ça s'applique pas si vous n'avez pas de caméra du tout, pas d'appareil photo. Après, toutefois, rien n'empêche de vous intéresser au sujet, de commencer à faire des recherches sur internet. C'est pas le nombre de guides et de tutos qui va manquer. Et puis enfin, quel est votre niveau, vos compétences? Débutant, confirmé, peu importe, il n'y a aucune honte à débuter. Dites-vous que tout le monde est passé par là, le plus grand vidéaste, le plus grand photographe, le plus grand chef opérateur du monde. Il y a forcément un moment dans sa vie où il n'y connaissait
connaissez rien aux caméras, aux appareils photo. Il se peut que si vous choisissez une caméra à 2000-4000 € parce que vous avez vu que c'était la meilleure de sa gamme, mais que vous n'y connaissez rien du tout aux caméras, aux paramètres d'exposition, aux paramètres de prise de vue, eh bien à mon avis, vous allez perdre du temps, vous n'allez pas optimiser votre progression, vous allez être noyé par les caractéristiques et les fonctionnalités multiples que vous propose votre appareil et ça va pas être rentable. Après, je ne dis pas non plus que le niveau justifie la caméra, qu'il y a une caméra par niveau. Non, c'est pas le cas. De toute façon, c'est votre budget. Si vous avez de l'argent et que vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez surtout pas. Par contre, passez par mes liens d'affiliation. Soyons civilisés. Mais voilà, évaluez-vous, ayez confiance de votre niveau. Moi, je suis très content d'avoir commencé sur ce boîtier entrée de gamme et je pense que si j'avais dès le début une caméra haut de gamme, j'aurais eu peut-être une progression plus lente, moins efficace. Voilà grosso modo selon moi les 4 éléments importants pour bien choisir correctement une caméra. Mais c'est pas fini, maintenant on va rentrer dans le détail de chacune de ces parties. On commence par le budget, donc ça on l'a vu, il faut absolument que vous déterminiez votre budget. Mais la première erreur surtout à éviter, c'est de ne pas compter les accessoires dans votre budget. Si vous avez 1000 € pour faire de la vidéo, ne vous dites pas que vous allez mettre les 1000 € dans une caméra, à moins d'acheter un compact, mais si c'est un réflexe et un hybride, il va falloir penser aux objectifs. Un pour commencer, peut-être 2, ça peut être pas mal selon ce que vous voulez faire. Et puis il va falloir penser au micro, à l'éclairage, peut-être un trépied et puis encore un stabilisateur. Comme je vous l'ai dit, la réalisation de vidéo c'est lié à un ensemble de paramètres. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les accessoires en même temps, peut-être commencer par le micro, après l'éclairage et ainsi de suite, mais pensez-y, incluez les accessoires dans votre budget. Petit aparté pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, tout le monde vous l'a dit, mais je le rappelle, le son est plus important que l'image. Vous pouvez avoir une image d'une qualité assez moyenne, mais si le son est correct, qu'il n'y a pas trop de bruit de fond, qu'on entend votre voix, eh bien la personne va rester 1-2 minutes sur votre vidéo au minimum pour comprendre de quoi ça parle et savoir si ça lui plaît. Par contre, si vous avez une bonne image mais que le son est assuré et qu'on n'entend rien, eh bien là c'est un flop assuré, l'audience ne va pas rester. Donc pensez aux accessoires. On va maintenant parler des fonctionnalités, des caractéristiques que vous aimeriez voir intégrées dans votre caméra. Alors bien sûr, ça va être un avis assez subjectif, je vais vous parler de ce que moi je regarde dans une caméra que je souhaite acheter. Alors qu'est-ce que je regarde dans un boîtier qui m'intéresse? Je regarde la résolution d'image. Savoir si la caméra va filmer en 720, en 1080, en 4K Ultra HD maintenant. De quoi avez-vous besoin? Sur YouTube, le 1080 c'est toujours le standard, c'est un fichier qui pèse pas trop lourd. Après la 4K Ultra HD, on la voit de plus en plus, elle devient de plus en plus abordable, on la trouve sur des boîtiers à 300, 400, 500 €. Même si vous sortez à la fin une vidéo en Full HD, d'avoir filmé en 4K Ultra HD, vous allez gagner un gain en qualité d'image et puis vous allez pouvoir recadrer dans l'image, avoir différentes valeurs de plan avec une seule caméra, un petit peu à la mode des youtubeurs, sans perdre de qualité. Donc ça c'est un premier point, regardez la résolution d'image. Ensuite, un autre élément très important dans votre choix, ça va être l'ouverture. Alors l'ouverture c'est plutôt lié à l'objectif utilisé, à moins que ça soit sur un compact et là l'objectif est intégré au boîtier, mais regardez l'ouverture. L'ouverture, je vous rappelle, c'est un des paramètres d'exposition qui concerne l'entrée de lumière qui va arriver à travers l'objectif pour venir toucher le capteur. Et plus l'ouverture est grande, donc les petits chiffres f2.8, f2, f1.8, f1.4, f1.2, et plus vous aurez une entrée lumineuse importante et également vous aurez une petite profondeur de champ avec un flou assez important qu'on retrouve souvent au cinéma qui est assez esthétique en vidéo. Mais du coup, un objectif à grande ouverture, c'est également un objectif qui va être beaucoup plus cher. Donc ça va être important dans le choix de l'objectif. Moi, avec mon 700D, j'avais eu l'objectif du kit standard, c'était un 18-55 3.5-5.6 que j'utilise toujours. Mais voilà, l'ouverture maximum c'était 3.5, c'était une ouverture coulissante, donc je pouvais l'avoir uniquement quand j'étais à courte focale. Et donc c'était plus difficile d'avoir une petite profondeur de champ. C'est pour ça que j'avais investi sur le 50 mm f1.8 de chez Canon qui est pas très cher et qui permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan. Donc penser à l'ouverture, c'est également un élément important. Alors les zooms à ouverture constante et à grande ouverture, ils sont souvent très chers. Alors je vous conseillerais les focales fixes qui sont un petit peu moins chers et qui permettent d'avoir une grande ouverture. Alors vous pouvez peut-être commencer à investir dans un boîtier avec un zoom et puis plus tard investir dans une focale fixe avec une ouverture plus grande. Prochain point, l'autofocus. Renseignez-vous, regardez les tests d'autofocus sur YouTube. C'est évidemment un point très important qui va soulager la plupart des débutants qui commencent dans la photographie, la vidéo. Personnellement, sur le 700D, j'utilise pas l'autofocus parce qu'il est très mauvais. Donc voilà, renseignez-vous sur l'autofocus. Par exemple, Canon est assez réputé pour son autofocus, le Dual Pixel, qui est quasiment le plus performant de toutes les marques. Mais maintenant, même chez Panasonic et Sony, on trouve des autofocus à détection de phase et de contraste de très bonne qualité. Donc vous allez avoir un peu plus de choix. Prochaine fonctionnalité
qualités auxquelles je fais attention quand je souhaite acheter une nouvelle caméra, ça va être la stabilisation. Maintenant, depuis quelques années, il existe la stabilisation 5 axes. C'est une stabilisation qui est interne au boîtier. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va compenser les vibrations, donc sur 5 axes. Et si vous utilisez un objectif qui n'est pas stabilisé optiquement, eh bien, il va recevoir, entre guillemets, la stabilisation 5 axes et vous n'allez pas avoir ces vibrations qui sont souvent visibles aux longues focales que vous transmettez à l'appareil. Donc ça, c'est la stabilisation 5 axes. Il commence à avoir de plus en plus de boîtiers qui en sont équipés, mais majoritairement, ça va être les boîtiers au-dessus de 1000 € qui en sont équipés. Exception faite avec certains boîtiers Olympus, notamment celui que j'ai testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Après, il y en a d'autres également. Donc ça, c'est le premier élément concernant la stabilisation. Après, vous avez également la stabilisation optique, donc une stabilisation qui est interne à l'objectif. Et donc évidemment, ça, c'est très intéressant quand il en est équipé. Sur Canon, l'abréviation, c'est IS. Chez Panasonic et Fujifilm, ça va être OIS. Et chez Sony, ça va être OSS. Donc regardez bien dans l'abréviation de l'objectif qui vous intéresse s'il en est équipé. Ensuite, toujours en termes de performance, un élément qui va vous intéresser et auquel moi aussi je fais très attention, ça va être la cadence d'image. La cadence d'image, ça va être très intéressant pour les slow motion. Plus vous avez une cadence d'image élevée et plus vous allez pouvoir diviser la vitesse de votre plan et donc avoir un ralenti de plus en plus marqué. La cadence d'image standard, c'est 25 images par seconde. Si vous voulez effectuer un slow motion au moins x2, donc diviser la vitesse par 2, il va falloir une cadence d'image d'au moins 50 images par seconde ou 60 images par seconde, ça dépend du système de votre caméra, si vous êtes en PAL ou en NTSC. Donc regardez au minimum qu'il puisse filmer à 60 images par seconde. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous conservez la Full HD en 60 images par seconde. Parce que sur certains boîtiers entrée de gamme, vous allez pouvoir filmer à 60 images par seconde, mais la résolution repasse en 720p. Et c'est le cas de mon 700D. Et puis si vous voulez aller encore plus loin et diviser la vitesse par 4 par exemple, il va falloir avoir une cadence d'image de 100 images ou 120 images par seconde. Et là, vous allez pouvoir faire des slow motion intéressants. Mais là encore, certains boîtiers proposent le 100 images par seconde, mais en 720p. Donc idéalement, essayez d'avoir cette cadence d'image en 1080p. Après, si vous avez du 60 images par seconde en 1080, c'est déjà pas mal. Prochain élément important pour choisir un boîtier pour de la vidéo, ça va être les connectiques. Alors micro USB, mini HDMI, ça c'est un peu le classique, le standard. Mais si vous faites de la vidéo, une entrée micro, ça va pouvoir vous servir. Alors faites bien attention que ça soit une entrée 3.5 et non 2.5, parce que 3.5 c'est la plus utilisée. Et puis si vous avez une entrée casque, là c'est top, on a le retour audio, on va pouvoir ajuster le son à l'écoute. Après, c'est généralement les boîtiers milieu de gamme pro qui en sont équipés. Après, s'il y a une caméra qui vous intéresse mais elle n'a pas d'entrée micro, c'est pas forcément très grave. Peut-être que les micros intégrés de ce boîtier sont utilisables et sont pas de trop mauvaise qualité. Et puis il y a plein d'autres façons de prendre du son. Vous pouvez utiliser un micro-cravate sur un smartphone, un micro-cravate sur un enregistreur externe. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Ensuite, on en a parlé, le poids et la taille du boîtier. Si vous voulez faire des vidéos à moto, de cascade, des vidéos de sport extrême, il va certainement être plus intéressant d'utiliser une GoPro, une Action Cam. Voilà, quelque chose d'embarqué. En plus, elles sont vraiment fabriquées pour ce public. Elles coûtent un peu moins cher qu'un boîtier réflexe ou hybride. Et puis, elles sont petites, légères et très compactes. Après, si c'est pour du voyage et que vous êtes toujours en déplacement, vous allez peut-être pas vouloir vous encombrer d'objectifs et auquel cas, il faudra peut-être plus partir sur un compact ou alors certains hybrides avec le bon objectif, vous aurez un ensemble assez léger. Ou alors vous êtes plutôt en studio ou quelque chose de fixe, vous voulez quelque chose d'un peu robuste et vous partirez peut-être plus sur un réflexe. Donc la taille et le poids, c'est un élément très important. Ensuite, c'est également lié à la taille et le poids, mais l'ergonomie, c'est très important, le confort d'utilisation, la prise en main du boîtier. Là encore, regardez des vidéos, des tests. Si vous avez la possibilité de tester le boîtier avant de l'acheter, c'est très intéressant. Voilà, tout le monde n'a pas la même taille de main. Certains boîtiers ont des poignées plus petites, des grippes qui adhèrent moins. Tout ça, c'est très important parce que ça va vous accompagner sur le long terme et c'est des petits détails qu'on utilise tous les jours. Si ça va pas dès le début, vous n'allez pas être à l'aise sur votre nouveau boîtier. Autre élément important dans le choix d'un appareil, ça va être l'écran LCD et sa maniabilité. Déjà, regardez si l'écran est tactile. Beaucoup d'appareils maintenant sont tactiles pour déplacer les points d'autofocus, parfois naviguer dans les menus. Ça peut être un gain de temps. Et puis regardez comment est monté l'écran LCD, s'il est sur charnière ou sur rotule, parce que beaucoup d'appareils sont montés sur charnière, donc on va être limité au niveau de l'écran orientable. On va pouvoir monter à 90, 45 d'un côté, mais on va pas pouvoir forcément le retourner en mode selfie, auquel je fais très attention. Si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, c'est quand même plus facile d'avoir un retour pour pouvoir exactement savoir où vous êtes dans l'écran, si vous n'êtes pas trop haut, trop bas, trop sur un côté, s'il y a le point. Là, moi, j'utilise le Canon M50 et j'ai le retour. Ça me permet de savoir en permanence si la composition d'image est correcte, si le plan tourne toujours et s'il y a le point. Après, c'est pas non plus un élément décisif. Il y a beaucoup d'applications de connexion à distance par Wi-Fi
Wi-Fi, donc vous pouvez avoir un retour par smartphone, ou alors vous pouvez carrément investir dans un petit retour vidéo, un petit moniteur. Voilà, directement relié à votre caméra. Autre point, peut-être que certains n'ont pas de caméra, n'ont pas le budget pour acheter un premier appareil photo, mais peut-être que vous avez un smartphone et voilà, la plupart des derniers smartphones filment de façon très correcte, avec une bonne qualité d'image, et on peut totalement faire des vidéos avec et avoir une chaîne même qui marche très bien. Je ne saurais que trop vous recommander Pepe Garcia, Pepe World avec sa chaîne YouTube. C'est un petit chauve qui filme toutes ses vidéos avec un smartphone sur un gimbal et il fait vraiment de très belles vidéos. Donc n'oubliez pas, commencez avec le matériel que vous possédez déjà. Autre élément également important, j'en ai parlé un petit peu avant, beaucoup d'appareils possèdent un mode de connexion à distance par Wi-Fi où on va pouvoir connecter le smartphone, la tablette à l'appareil et ensuite à distance on va pouvoir modifier les paramètres de prise de vue, déclencher une prise de vue à distance ou encore s'en servir comme je l'ai dit comme retour vidéo. Pour finir avec les fonctionnalités, peut-être que vous recherchez une option particulière qui peut être par exemple le focus picking qui est la surbrillance des contours au niveau du point, de la netteté de l'image. C'est très utile pour quand vous êtes en mise au point manuel. Peut-être les zébras qui sont de l'aide à l'exposition. Certains appareils proposent des modes de timelapse intégrés ou encore des photos panoramiques. Tout ça c'est des options on va dire, mais peut-être que dans votre activité vous allez en avoir besoin. Et puis le dernier point, on l'a vu en début de vidéo, prenez compte de vos connaissances, de vos compétences. Est-ce que vous connaissez les paramètres de prise de vue? Est-ce que le mode manuel ne vous fait pas peur? Même si maintenant la plupart des boîtiers proposent des guides sur leur caméra, ça serait dommage de ne pas progresser, de se retrouver limité parce que la caméra que vous venez d'acheter propose trop de fonctionnalités. Tout ça, ça prête un peu la confusion et on ne sait pas par où commencer. Si c'est vraiment vos tout débuts, vous partez de zéro, vous n'avez pas d'expérience avec un autre appareil photo, eh bien peut-être commencer avec un appareil entrée de gamme et puis investissez peut-être plus sur les objectifs, les accessoires. Comme ça, vous allez faire vos armes, vous allez aiguiser un peu vos sens, vous allez apprendre à utiliser la lumière, à éclairer une scène, à prendre du son, à composer une image, à connaître les paramètres de prise de vue sur le bout des doigts. Et puis au bout d'un moment, si vous avez estimé avoir puisé le maximum de fonctionnalités, des caractéristiques de votre appareil et que vous vous sentez limité et que vous pouvez faire mieux, et bien dans ce cas-là, ça veut certainement dire que vous êtes prêt à passer dans la gamme suivante. Voilà mes différents conseils pour choisir une caméra pour faire de la vidéo sur YouTube ou alors ailleurs, peut-être en faire même votre métier. Cette vidéo était plutôt destinée pour ceux qui sont intéressés par la vidéo, mais la plupart de ces conseils s'appliquent également très bien à un boîtier destiné à la photographie. Il y aura quelques autres fonctionnalités supplémentaires, mais déjà, ça devrait pouvoir vous servir. Voilà, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations. Peut-être que toutes ces fonctionnalités ne vont pas vous intéresser. Allez chercher celles qui peuvent avoir un sens pour votre activité, pour vos loisirs, pour vos projets. Mais encore une fois, il n'existe pas une bonne caméra. N'allez pas forcément suivre la caméra qui a le plus d'avis, celle dont on parle le plus. Il y a beaucoup de marques, beaucoup d'appareils. Si vous voulez trouver le bon boîtier, encore une fois, il n'y a pas de secret. Déterminez un budget pour quelle activité, dans quelles conditions. Ça va déterminer les dimensions de l'appareil, le poids. Regardez les fonctionnalités dont vous avez besoin, qui vous semblent nécessaires pour la réalisation de vos projets, de votre activité. Et puis enfin, déterminez votre expérience, vos connaissances en la matière. Il n'y a aucune honte à se dire débutant. Et si vous l'assumez, vous allez certainement choisir une caméra qui aura des fonctionnalités et une ergonomie plus abordable et judicieuse pour vous accompagner tout au long de votre progression. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que toutes ces informations vous auront été utiles et que ça va vous aiguiller dans le choix de votre prochain boîtier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, à quoi vous faites attention quand vous cherchez à investir dans une nouvelle caméra. Si la vidéo vous a plu, c'est très important pour le référencement. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications et puis à partager la vidéo, la chaîne avec vos réseaux. Si vous appréciez le contenu, évidemment, c'est grâce à vous qu'on commence à être de plus en plus sur la chaîne et qu'on commence à se faire connaître. Moi, je vous dis à la prochaine. Soyez confiants dans vos choix. Allez, ciao les artistes!